pour la série. Donc, je pense qu'on la finira demain, aujourd'hui et demain. Donc, peut-être demain, on va entamer un petit peu les révisions. Et la semaine prochaine, donc demain, ce sera pour le TD, et la semaine prochaine, ce sera un TD de révision générale pour tout le semestre. On va essayer de faire ça. Donc déjà, j'ai reçu vos cours entiers. Hein. Merci à votre délégué qui nous a envoyés. Donc, on va faire ça, on va faire une révision globale, puisque maintenant on sait à peu près la nature de l'examen. Elle sera un peu un reflet de ce qui se passe pour l'interro, une généralisation de ce qui se passe pour l'interro. C'est-à-dire qu'il y aura des questions de cours, bien sûr, et aussi des applications du TD. Il y aura les deux, donc on va faire une révision globale. Donc pour l'instant, on va terminer la série, hein. On va terminer la série numéro 4. On va entamer la série numéro 4. On va reprendre juste une chose sur l'exercice. Dans l'exercice numéro 1, la dernière fois, on n'a pas fait l'orientation. On n'a pas calculé l'orientation, c'était demandé. Donc on va reprendre ici. L'orientation. On a fait la dernière fois le calcul, mais on n'a pas fait l'orientation. Voilà. Mhm. Voilà. Voilà. Alors, ça, bon, ça c'était pour le calcul edge, non edge, etc. Euh, pour le CEH des gradients. On avait dit que pour considérer, bon, pour considérer que c'était un edge, soit il fallait filtrer certaines des valeurs des gradients. D'accord. Donc après, on passe à l'orientation. Donc voici la formule qui nous est donnée pour l'orientation. Donc l'orientation des gradients, c'est la formule suivante. Donc θ égale à tangente, arc tangente, donc tangente moins 1, de delta f sur delta y, c'est-à-dire le gradient vertical sur le gradient horizontal, delta f sur delta, dérivée partielle de f sur x. Donc sa dérivée partielle sur y, dérivée partielle sur f. On va essayer de décortiquer un petit peu cette formule et on va prendre l'exemple suivant. Voici θ, donc ça c'est l'angle θ. Ici, c'est le gradient sur y, d'accord, donc c'est la dérivée partielle sur y. Et ici, c'est le gradient sur x, donc c'est le dérivée partielle sur x. Donc, que représente θ? La tangente, c'est quoi? Alors, je vais prendre un stylo. La tangente, c'est quoi? Donc, la tangente, tangente de θ, c'est égal à grade y, hein, gy, sur gradient de x. Voilà, ça, c'est la tangente. On peut le décortiquer un peu plus, on peut décortiquer encore un peu plus. Donc, ça, c'est la magnitude. C'est quoi? C'est le gradient y au carré, plus c'est la racine du gradient y au carré, plus le gradient x au carré. Très bien. On peut décortiquer encore un peu plus. On va s'intéresser au sinus. Donc, sinus, c'est le gradient de y sur la magnitude. Et le cosinus, c'est le gradient de x sur la magnitude. Très bien. Et aussi, la tangente, c'est le sinus θ sur cosinus θ. C'est ça la définition de la tangente. C'est le sinus sur cosinus. Alors, comment on arrive à obtenir ça? C'est facile. On remplace la définition du sinus et le cosinus. Donc, le sinus, c'est quoi? On avait dit que c'était gradient de y sur magnitude. Donc, voici gradient de y sur magnitude. Et le cosinus, donc, c'est gradient de x sur magnitude. Donc, ici, c'est une division. Et on peut transformer la division en multiplication. Ça nous donnera quelque chose. Tangente θ, c'est gradient de y sur magnitude fois magnitude sur gradient de x. Et donc, on peut éliminer la magnitude en haut et en bas. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Au final, tangente de θ, c'est gradient de y et gradient de x. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'on peut extraire de θ en appliquant la chose suivante. Donc, c'est tangente moins 1, qui est de gradient de y et gradient de x. Donc, ça, c'est pour l'explication d'où est venue cette formule. D'accord? Donc, on a prouvé ça tout simplement en dessinant un triangle et on a extrait les relations trigonométriques. Donc ça, c'est très bien, c'était pour la formule. Maintenant, pour calculer l'orientation, donc l'angle des gradients, il faut retrouver les relations trigonométriques. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a deux façons de le faire. Donc, en regardant, on va reprendre ce qu'on avait. On va dire on a besoin de quoi? Ici, c'est quoi? C'est les GY. Ici, c'est les GX, les gradients X et les gradients Y. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est gradient X, ici, c'est gradient Y. Donc, pour retrouver l'orientation, on applique la fonction arctan.
Arctangente, c'est quoi? C'est la tangente moins 1. C'est une fonction prédéfinie qu'on retrouve dans toutes les bibliothèques de MATLAB, dans votre calculatrice, sur MATLAB, etc., ou même sur Python, et sur NumPy particulièrement, et qui nous permet de retourner l'angle. D'accord? Alors, on peut faire aussi, si vous n'avez pas accès à une calculatrice, il y a une deuxième façon de calculer, c'est ce qu'on va voir. Donc, la deuxième façon, c'est, on peut aussi calculer en utilisant le cercle trigonométrique. Alors, c'est quoi un cercle trigonométrique? On reprend ici. On a dit que pour la tangente, c'est quoi? C'est le cosinus. Alors, la tangente, c'est le sinus et le cosinus. On va commencer par calculer le cosinus. Je prends la cosinus, donc c'est quoi? C'est le gx sur la magnitude. D'accord? Le cosinus, c'est donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Très bien. Donc, le gradient de x, c'est ça. Et la magnitude, on l'avait calculé dans la question précédente. On avait demandé la magnitude du gradient. D'accord? Du gradient. Ça, c'est le gradient sur x. Ça, c'est la magnitude du gradient. Et donc, il suffit de diviser les valeurs non nulles. Parce qu'ici, il faut faire attention. On a des valeurs qui sont égales à 1, pas divisé par 0. Donc, on va diviser toutes les valeurs qui sont non nulles. Donc, ici. Et on va s'amuser à calculer les cosinus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On aura 200 sur 200, c'est 1. 200 sur 200, alors, ici c'est 200. 200 sur 200, c'est aussi 1. Alors, excusez-moi, on va effacer ça. Je pense que, oups, voilà. 200 sur 200, c'est aussi 1, etc. Et je descends jusqu'en bas. Et si j'ai 100 sur 141, donc je pense que c'est 1 racine de 2 qu'on obtient ici. Ici, j'ai 0 sur 200 qui est égal à 0. Donc, et encore une fois, 0 sur 200 ici est égal à 0. Donc, voici les valeurs du cosinus de mon edge. D'accord? Des valeurs de mon edge. Donc, ça, c'est pour le cosinus θ. Très bien, on peut faire la même chose avec le sinus. Donc, c'est le gradient de y, c'est celui-là. Donc, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. D'accord? Donc, c'est le gradient de y sur la magnitude. Donc, on reprend les gradients de y, c'est ceux-là. Les valeurs non nulles. Sur, toujours, les valeurs non nulles de ma magnitude. D'accord? Donc, je reprends ici la valeur non nulle de ma magnitude. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0 sur 200, c'est 0, etc., etc. Je descends sur 0. Là, j'ai moins 200 sur 200, j'ai moins 1. Moins 200 sur 200, c'est moins 1. Et on a moins 100 sur 141, qui est 1 racine de 2. Donc, ça donne quelque chose. Hein. Moins 1 racine de 2. Très bien. Donc, voici le sinus de mon θ. Très bien. À partir de là, on peut extraire la tangente et retrouver directement l'angle sans passer par la fonction arctangente. Si on n'a pas de calculatrice ou si vous n'avez pas de calculatrice, par exemple, vous n'avez pas accès à une bibliothèque qui est un NumPy ou vous ne pouvez pas calculer l'arctangente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mon sinus ici. Regardez. Donc, ici, j'ai sinus. Ici, j'ai cosinus. Donc, on a calculé ça tout à l'heure. D'accord? On a calculé ça tout à l'heure. D'accord. Et donc, on va reprendre, vous vous rappelez, le cercle trigonométrique, c'est quoi? Donc, ici, on a le cosinus. Dans cet axe ici, c'est le cosinus. Et dans cet axe-là, c'est le sinus. Et donc, on va s'amuser pour chaque paire de sinus et de cosinus. Donc, chaque paire de mes edges. D'accord? Les edges qu'on avait extraits la dernière fois avec la magnitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à trouver le vecteur, donc l'angle de ce edges. Donc, ce edge, il a un angle et on va s'amuser à le retrouver directement à l'aide de cosinus et sinus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va passer. Alors, attendez, voilà. Donc, je prends la première valeur. Ça, c'est l'angle θ. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je prends mes valeurs ici. J'ai sinus égale à 0 et cosinus égale à 1. Donc, qu'est-ce que c'est sinus? Ici, c'est 1. C'est l'angle 0, bien sûr. Ici, c'est l'angle 90 degrés. Ici, c'est 180 degrés. Et ici, c'est moins 90. On va dans l'autre sens. C'est moins 90. C'est comme ça. Ça, c'est plus. Oups. Et là, c'est moins. Très bien. Et donc, cette valeur ici, c'est un 1. Ici, c'est un 0. Parce que c'est le repère, il est comme ça. Donc, on a 0, 1. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est moins 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a sinus égale à 0. Le sinus, il est là. Donc, au lieu d'être là, il est là. Donc, le sinus égale à 0 et le cosinus égale à 1.
Donc, on est dans un vecteur qui est représenté ici. Donc, c'est ça le vecteur que j'ai. Et l'angle de ce vecteur égale à combien? Regardez, c'est égal à 0 degré. On voit bien ici que c'est 0 degré. Donc, l'angle de mon premier vecteur ici, c'est 0 degré. Donc, ici, je ne change rien, ce sera un 0. Je passe à mon second vecteur. Donc, j'ai encore un 0 et un 1. Donc, sinus égale à 0 et cosinus égale à 1, c'est le même vecteur. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? J'aurai toujours un 0 ici. Il ne se passe rien. Je ne change rien du tout. Je passe à la troisième paire. J'ai encore sinus 0 et cosinus 1. C'est encore ce vecteur et je passe rien. Je passe ici à 0 et 1, encore c'est la même chose. Je passe ici, c'est encore 0 et 1. Je passe ici. Ah, on a un changement. Cette fois-ci, le sinus égale à moins 1. Donc le sinus, il est égal à quoi? Moins 1, c'est ici. Regardez, ça c'est moins 1. Ici c'est 1, ici c'est 0, ici c'est moins 1. Donc j'ai ce point ici. Et le cosinus, lui, est égal à 0. Donc le cosinus est égal à 0. Donc ce sera un vecteur qui ira pour origine, quelque chose comme ça. 0 en cosinus et moins 1 en sinus. Très bien. Alors, cette fois-ci, on a un angle différent de 0. C'est moins 90 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va remplacer par moins 90. Très bien. On passe encore une fois au prochain. Donc, on a moins 1 toujours avec 0. Donc, le sinus égale à moins 1 et le cosinus égale à 0. Donc, ça reste encore moins 90 degrés. Très bien. Et il reste le troisième vecteur. Très bien. Qui est moins 1 racine de 2. Alors, on va chercher c'est quoi, où est le moins 1 racine de 2. Et du côté du cosinus, on a 1 racine de 2. Donc, on a quelque chose qui est de la nature de 1 moins 1 racine de 2. Donc, c'est quelque chose, on va dire ici. Et du côté du... Donc, c'est moins. Ici, c'est dans le moins. Donc, ici, c'est moins 1. Ici, c'est plus 1. Ici, c'est plus 1. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est 0. Et du côté du cosinus, alors du côté du cosinus, on a 1 sur racine de 2. Donc aussi, c'est quelque chose qui va dans ce sens. Donc, je pense que c'est ici. Donc, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on aura un angle. Alors ici, on a moins 1 racine de 2. À peu près. Hein. De manière générale, c'est le cosinus de pi sur 4. Alors, cosinus pi sur 4, c'est toujours 1 racine de 2. Cosinus moins pi sur 4, c'est moins 1 racine de sinus pour moins pi de c'est un moins 1 racine de 2. Donc, au final, l'angle que j'obtiens, il est là, et donc c'est moins pi sur 4, c'est aussi égal à moins 45 degrés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va remplacer ici par moins 45 degrés. Et donc là, vous voyez, on a retrouvé les angles voilà, de tous les edges que j'avais au départ. Donc, on s'intéresse uniquement à la partie où il y avait les edges. Donc ici, regardez, j'ai un angle 0, 0, 0, 0, moins 90, moins 90, moins 45 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser à les dessiner. Bon, on peut se contenter juste de retrouver ce tableau θ, donc qui est là. Oups, pardon, qui est là. Donc, uniquement, c'est ça. Donc, c'est ça la réponse à la question. C'est retrouver ce θ. Et donc, on a vu dans cet exercice deux moyens de le faire. Un, en appliquant la fonction arctangente qui est prédéfinie dans les calculatrices et aussi dans NumPy, dans MATLAB, etc. Et si vous n'avez pas accès à une calculatrice, vous pouvez toujours retrouver ça en appliquant cette loi du sinus et du cosinus sur le cercle trigonométrique. D'accord? Et donc, on va voir, on va vérifier maintenant. C'est ce qu'on a fait maintenant avec le cercle trigonométrique correspond aux valeurs que arctangente nous redonne. Donc, ça c'est ce qu'on a calculé maintenant. Ça, c'est ce qu'on obtient avec OpenCV. Donc, ça, c'est la magnitude des gradients qu'on avait calculés la dernière fois. Et on va s'amuser à dessiner les vecteurs pour illustrer. Hein. C'est uniquement pour illustrer l'orientation de nos gradients. Et vous voyez, l'orientation de nos gradients, elle suit. Donc, elle désigne quoi l'orientation? C'est où est la direction de ce changement? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Un gradient, ça mesure le changement d'intensité des valeurs des pixels. D'accord? La magnitude, elle calcule la valeur, la grandeur de ce changement et l'orientation, la direction donc, de ce changement. Et donc, ce changement ici se fait horizontalement, ce qui est logique, hein, on le voit ici. Ici, il est verticalement. Et dans ce edge ici, il est particulier. Il se fait d'une partie horizontalement et une partie verticalement. Donc ça, c'est fait. Et on passe donc au calcul avec NumPy. Donc regardez ce qu'on a avec NumPy. On a fait O pour orientation égale à NP arctangente. G de Y, c'était les gradients sur Y, et G de X, c'est les gradients sur Y.
Bien sûr, le résultat, il est en radian. Le résultat, il est en oh, pardon. Le résultat, il est en radian, donc on doit transformer ça en degrés. Donc on multiplie par 180 sur np point pi. Donc c'est l'angle que j'obtiens. Donc c'est θ en radian. Oups, oups, oups. Donc c'est quoi? C'est θ qui est en radian. Voilà, θ comme ça, qui est égal à en radian. Donc c'est θ, c'est quelque chose pi, hein, pi sur quelque chose, en pi, fois 180 sur pi. Donc pi et pi, ça s'annule. J'aurai un angle, une certaine valeur sur 180. Donc ça va aller de 0 à 180 ou de 0 à moins 180. D'accord. Donc regardez ce qu'on applique quand on a nos gradients qu'on avait calculés tout à l'heure, qui nous ont donné cette magnitude-là. Regardez, on obtient bien, regardez ici ce qu'on obtient. On remarque bien que ce sont les mêmes valeurs qu'on a calculées avec le cercle trigonométrique. Ça veut dire que arctangente, là, elle applique la même chose, on obtient la même chose, que ce soit avec arctangente ou avec le cercle trigonométrique. Vous remarquez que les valeurs sont identiques. D'accord. Donc le calcul avec NumPy, donc le calcul pour l'orientation des gradients, vous avez le choix. Donc soit vous utilisez la fonction arctangente, soit vous utilisez le cercle trigonométrique si vous n'avez pas accès à une calculatrice, hein, bien sûr. Et donc, c'est fini pour l'orientation des gradients. Donc, et pour l'exercice numéro 1 du coup, alors est-ce que vous avez des questions pour cet exercice? Hmm. Je vais lire le chat avec vous, si vous avez des questions. Oui? Non? Non? Très bien, ça a l'air clair, bah, je suis contente. Alors, on passe à l'exercice numéro 2, donc c'est le Laplacien. Et on va commencer par lire l'exercice. Donc, regardez ce que l'exercice numéro 2 nous demande. Donc, définir c'est quoi le Laplacien, calculer un pixel de l'image, et 2, montrer, donc, qu'appliquer le Laplacien, on vient à faire une convolution avec un filtre qu'on doit écrire, et on nous demande à la fin d'appliquer le Laplacien sur une partie de l'image donnée si haut. Donc, c'est la même image qu'on va utiliser. D'accord. Donc, on va aller question par question. Très bien, tout est clair, mesdames. Très bien. Alors, pour l'exercice numéro 2, donc on nous demande d'abord de définir c'est quoi le Laplacien calculé à un pixel de l'image. Très bien, alors c'est quoi le Laplacien? On a vu dans le cours. Alors c'est quoi? Le Laplacien est le calcul de la somme des dérivées secondes sur un pixel sur les deux axes. Alors, en d'autres termes, ça permet de retrouver les gradients. Mais c'est assez particulier. On a vu que l'étude des gradients avec une seule dérivée, ça peut être problématique. Selon la taille des filtres des gradients à une dérivée, je peux être plus ou moins sensible au bruit. Et donc, avec le Laplacien, il se dit, mais en fait, non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dérivée des dérivées. C'est-à-dire, je calcule une première fois les gradients et je fais le même travail, je fais les gradients de ces gradients. Donc la dérivée de la dérivée, qu'on appelle en d'autres termes mathématiquement la dérivée seconde, ou bien en anglais second derivative. Très bien. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on calcule les dérivées secondes sur un pixel? Aussi, on le fait sur les deux axes, donc horizontaux, plutôt un axe horizontal et l'axe vertical. Très bien, pour avoir les gradients sur x et les gradients sur y. Alors, ça, c'est pour la définition. Donc, voici la définition du Laplacien. Très bien. Ça permet de retrouver les edges. C'est le calcul de la somme des dérivées secondes sur un pixel sur les deux axes. Tout simplement. Ça, c'est la définition qui est donnée dans le cours. D'accord? Donc, après, on passe à la définition plus formelle. Dans le cours aussi, on vous donne, donc on nous dit c'est une somme ici, hein, des dérivées secondes. Donc, il faut écrire cette formule. Donc, ça ressemble à une formule. Donc, il faut écrire cette formule et c'est celle-ci, regardez. D, enfin D, ça c'est pour la dérivée. Dérivée seconde de f est égale à quoi? Dérivée partielle seconde de f sur l'axe x et dérivée seconde de f sur l'axe y, tout simplement. Et aussi, au milieu, on a une somme. Contrairement à ce qu'on faisait dans les gradients dans le premier exercice, où on avait gradient sur x, gradient sur y, mais on ne faisait pas la somme, on pouvait juste retrouver la magnitude. Ici, dans le Laplacien, on fait la somme des dérivées secondes sur les deux axes. C'est aussi simple que ça.
Donc, c'est juste, retenez que le Laplacien, il fait ça. Très bien. Alors, on va juste un petit peu expliquer, illustrer ça dans l'image. Donc, ça, c'est du cours, c'est illustré du cours. Donc, pour répondre, la réponse à la question numéro 1, elle s'arrête là. On a défini avec une phrase et on a défini avec une formule. Très bien. Maintenant, on va essayer d'illustrer où se trouvent ces gradients et comment les retrouver dans le Laplacien. D'accord, avec l'utilisation du Laplacien. Donc ça, on va se contenter d'un seul signal, donc ça sera sur f de x, donc c'est une dimension. D'accord, une dimension. Très bien, une dimension, qu'est-ce qui se passe? Donc on a une fonction f de x qui est ici, et cette fonction, là, on voit, nous, on observe qu'il y a deux edges. Il y a deux changements bruts d'intensité des pixels, dans l'image. Donc on a un premier edge. Oups. Voilà. Donc on a un premier edge ici, edge 1 et edge 2. Très bien. Donc, ce qu'on faisait dans les gradients, donc ça, c'est le gradient, c'est quoi? C'est la dérivée première, c'est la dérivée simple. Ça, qu'on connaît, c'est le signal sur x ici. Donc, ici, ce sera juste la dérivée simple. Donc, qu'est-ce qui se passe? La dérivée ici, si je prends 2 pixels et que je les soustrais, j'aurai 0. Comme on a vu dans le premier exercice. Donc, on avait des 0 là où il n'y a pas de edge, là où il n'y a pas de changement, et là où il y a un changement, il y a un changement d'intensité. Donc ici, dans ce cas-là, regardez, on a cette valeur de ma fonction ici et une valeur de ma fonction ici. Donc j'aurai ce f de x quelconque. Avec ce f de x quelconque, la différence, elle augmente. Plus l'intensité, plus je monte dans ma fonction, jusqu'à atteindre un pic. Et puis elle redescend ici. Voilà, elle redescend de l'autre côté. Très bien. Pareil ici, hein, la dérivée, elle aura ce comportement-là parce qu'elle descend. Donc, ce sera dans ce sens-là, elle aura une dérivée négative. Comme on l'a vu aussi dans l'exercice numéro 1, on avait des gradients négatifs. On a vu ça, tout ça. Donc ça, c'est les gradients classiques. Ça, c'est les gradients classiques. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, faire une dérivée seconde à mon signal f? Ça veut dire que c'est dériver ma dérivée. Donc, cette dérivée-là, je vais encore la dériver. Donc, je vais dériver à partir de ce signal. Donc, qu'est-ce que je viens ici? Regardez, ça c'est ma dérivée seconde. C'est quoi? Comment je passe? C'est la dérivée sur ce signal. Et donc, quand je monte ici, j'aurai un pic. Et lorsque je descends ici, j'aurai un second pic. Cette fois-ci négatif. Très bien. Pareil ici, lorsque je descends, j'aurai un pic négatif. Et lorsque je remonte, j'aurai un pic positif. Donc, vous avez vu ici tout à l'heure, quand on monte, on a un pic. Quand on descend, on a un pic dans l'autre sens. C'est pareil. Ici, j'ai une montée et une descente. J'aurai un pic montant et un pic descendant. Je vais effacer tout ça, hein, on va revoir. Regardez, quand je monte ici, j'ai un pic. Quand je descends ici, j'ai un pic. Etc. Quand je descends ici, j'aurai un pic descendant. Quand je monte ici, comme ça, j'aurai un pic montant. Très bien. Alors maintenant, la question qui se pose, je vois ma dérivée seconde. Très bien, donc c'est le gradient de mon gradient. C'est la dérivée de ma dérivée. C'est ma première dérivée. Et donc, je vous demande où, dans ce signal, où se trouvent les edges. Dans la première dérivée, on avait répondu à la question, on avait dit que les edges, c'était les valeurs non nulles. Voilà, très bien, des gradients. Donc, les edges sont les valeurs non nulles, probablement les valeurs non nulles de mon gradient. Maintenant, ici, lorsqu'on fait une dérivée seconde, où sont les edges? Mes edges se trouvent où dans mon signal? Les valeurs nulles. Est-ce que c'est toujours les valeurs nulles? Est-ce que ici, c'est un edge? Ici, c'est une valeur nulle. Est-ce que ici, c'est un edge? وين كاين نقطة انعطاف هذه؟ Voilà. Alors, vous observez ici qu'il y a un 0 après un changement brusque de signal. C'est-à-dire, on passe d'un environnement positif vers le négatif. Et inversement, ici, on passe du négatif vers le positif. Donc, il y a un changement brusque du signal. Alors qu'ici, le 0 qui est là, il est entouré de 0. Il n'y a pas de changement. Donc, les edges correspondent à quoi? À ces éléments où il y a un changement brusque du signal, donc le passage du positif au négatif, ou le passage du négatif au positif. Et figurez-vous que ce passage-là, ce point-là, tout au milieu en noir qui est illustré ici, il a un nom. Et il s'appelle le zero crossing. Zero crossing, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un passage d'un environnement positif vers un environnement négatif. Donc, je passe mon signal, il traverse le zéro.
en passant du positif vers le négatif, ou inversement, mon signal, il va du négatif vers le positif en traversant le 0. Et donc, on appelle ça le zero crossing. Donc, les edges, mes edges dans mon image, probablement, les edges, c'est quoi? Ce sont tous les points dans ma dérivée seconde où il y a un passage du positif vers le négatif ou inversement du négatif vers le positif. Donc, les edges, c'est quoi? On les retrouve grâce au zero crossing dans ma dérivée seconde. Donc, lorsque j'applique le Laplacien, tous les éléments de zero crossing, c'est-à-dire les passages positifs, négatifs et inversement négatifs, positifs, représentent des edges. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a un peu de cours, hein? D'accord? On revoit une partie du cours ici. On ne se contente pas seulement de répondre. Est-ce que c'est clair cette partie, comment on retrouve les edges dans le Laplacien? Oui. Très bien. Alors, maintenant, la question, c'est... Alors, la question qu'on nous demande, la deuxième, montrer qu'appliquer le Laplacien revient à converger avec un filtre qu'on doit écrire. Alors, on va effacer le tableau, voilà. D'accord? Donc, on vient ici. On passe... alors, comment on va faire? Donc, on reprend la formule qu'on nous avait donnée tout à l'heure. Et vous vous rappelez, c'était la somme des dérivées secondes sur x, d'accord, et la somme des dérivées secondes sur y. Donc, on va s'amuser à décortiquer un peu ce qu'il y a sur x. Ouh là là, cette formule, elle a l'air géante comme ça. Alors, c'est 1 sur epsilon 2, donc ça, c'est la dérivée, donc on ne s'intéresse pas, c'est le G2, c'est le delta de x ici. Voilà, ici, c'est égal à 1, donc on s'en fout, on ne va pas regarder. On va regarder ce qu'il y a plutôt à l'intérieur ici. Et là, c'est plus intéressant. Alors, c'est df de i plus 1 ij moins f de ij, hein, f de ij moins f de i moins 1j. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement dessiner un tableau. Le même qu'on avait tout à l'heure. Ce que vous observez par rapport au gradient, ici, cette fois-ci, j'ai un tableau qui contient 3 fois 3. Alors, pourquoi 3 fois 3 alors que tout à l'heure, dans les gradients, moi, j'avais juste besoin de 2 sur 2, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est dans la dérivée seconde. Et donc, j'ai besoin d'une dérivée de la dérivée. Donc, j'ai besoin pour calculer une dérivée de 2 pixels au moins. Et pour faire la dérivée de la dérivée, j'ai besoin de 2 autres pixels. C'est-à-dire que j'aurais besoin de la dérivée, qui ici, par exemple, ça m'a donné une dérivée 1, dérivée 2. Et ce carré ici m'a donné dérivée 1. Donc, pour calculer la dérivée seconde, j'ai besoin de la dérivée 2 moins la dérivée 1. D'accord? Donc, j'ai besoin au minimum pour calculer des dérivées secondes. Regardez. J'ai besoin, donc dérivée seconde, il est nécessaire d'avoir au moins 3 pixels. D'accord? Donc, c'est 3 sur 3 puisqu'on est dans les deux directions. Très bien. On va renommer nos pixels A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et on va s'amuser à remplacer ici, dans notre formule, par les valeurs qu'il y a ici. Donc, comment on fait pour calculer une dérivée sur l'axe horizontal? Donc, ça sera cet axe-là. D'accord? Une dérivée seconde. Donc, des deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, c'est quoi? C'est égal à f sur moins e sur d. Est-ce que vous avez compris? La dérivée seconde. J'ai besoin de deux dérivées et je fais la soustraction de ces deux-là. Donc, j'ai f moins e, c'est une dérivée, et le e moins d, c'est une dérivée. Et donc, je fais la soustraction de ces deux-là. J'aurai, pour faire une dérivée seconde, la dérivée de ma dérivée. Ça me donne une dérivée 1. Ça me donne une dérivée 2. Et donc, j'aurai la dérivée 1 ici, d1. Ici, c'est d2. Et donc, ici, c'est la dérivée seconde sur l'axe x. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura f moins e moins, regardez ici, f moins e moins e moins d. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? Ben, on va distribuer, on va enlever toutes ces parenthèses, etc. Ce qui donne quelque chose de ce style. On aura f moins e, et quand je distribue le moins avec le moins ici, j'aurai un plus. Donc au total, j'aurai au final f moins 2e plus d. Bon, très bien. Donc ça, c'est pour le gradient, la dérivée seconde sur x, d'accord? Donc ça, c'est pour la dérivée seconde sur x. Bon, il n'y a rien de spécial, on a vu, on l'a compris. Alors, on fait là, donc on peut, par contre, on peut transformer cette formule, comme on l'a vu dans le cas du gradient classique, sous forme de filtre. Donc, quand je fais un filtre, regardez ce que ça donne. Regardez, j'ai le f moins e plus moins plutôt f moins 2e plus d.
Donc, au final, quand je peux transformer sous forme d'un filtre de convolution. C'est-à-dire que tous ces éléments sont nuls. Et ici, j'aurai F, j'aurai le E, j'aurai le D. Et donc, si je fais une convolution ici sur mes pixels, j'aurai mon pixel qui est là fois F, avec 2 fois E, moins 2 fois E, plus le pixel qui est ici D. Ça, c'est très bien. On peut transformer cette formule. Cette formule d'original, on la simplifier si on les renomme par des lettres. Donc, on a quelque chose d'aussi simple. Et en cette lettre-là, on peut, comme on a fait dans le cas des gradients, le transformer en un filtre. Très bien. Ça, c'est pour le cas des gradients horizontaux. Donc, le Laplacien horizontal. Très bien. Maintenant, il faut passer on fait la même chose sur le Laplacien vertical. Donc, ici, c'est sur Y au carré. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je fais la même chose. Je renomme mes lettres. Et que cette fois-ci, j'ai besoin de cette dérivée. Donc, c'est dans l'axe des Y. Où est ma souris? Voilà. Donc, c'est dans cet axe-là, ici, comme ça. Et donc, j'aurai le B moins E moins le E moins H. D'accord? Ou bien c'est l'inverse? C'est le H moins E plutôt. C'est le H moins moins E moins B. Très bien. Donc, j'aurai le H moins E. C'est ma première dérivée. Ma seconde dérivée. Et ici, le E moins B, c'est ma première dérivée. Et la dérivée de ma dérivée, c'est-à-dire D2 moins D1, ça donne ma dérivée seconde sur Y. Très bien. Donc, on va s'amuser aussi, encore une fois, à distribuer. Donc, j'aurai H moins E plus, donc si je distribue le moins sur le moins, j'aurai H moins E plus B. Et donc, ça donne au total, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. H moins 2E plus B. Donc, je vais m'amuser aussi, encore une fois, à le refaire sous la forme d'un filtre. Et donc, on a le B ici, hein, le B. On a le H et on a le moins 2 moins E. Donc, ici, c'est pour le moins E. Et donc, ça, c'est pour mon filtre. Regardez ce filtre, c'est quoi? C'est la dérivée seconde partielle verticale. Tout à l'heure, on avait l'horizontale. Cette fois-ci, on vient de faire la verticale. Et il faut se rappeler la formule de base qu'on avait. Regardez, c'était quoi? Elle nous dit que le Laplacien, c'est quoi? C'est la somme de ma dérivée seconde sur x plus la dérivée seconde sur y. On a un plus au milieu. Donc, on a su calculer la dérivée sur x, dérivée seconde sur x. On a su calculer la dérivée seconde sur y sous forme de filtre. Et donc, on va s'amuser à faire, puisqu'on a prouvé que c'était des convolutions sur les deux axes. La somme d'une convolution, c'est une opération linéaire. Donc, le Laplacien, ça sera la somme uniquement ça sera tout simplement la somme de mes filtres. Donc ça, c'est pour la dérivée seconde partielle horizontale, plus, donc on avait aussi un opérateur plus, il est là, regardez, celui-là, et donc plus la dérivée partielle verticale, et donc on obtiendra quelque chose dans ce sens. Vous voyez? Donc 0 plus 0, c'est 0, 0 plus 1, c'est 1, 0 plus 0, c'est 0, etc. 1 plus 0, c'est 1, moins 2 plus moins 2, c'est moins 4, 1 plus 0, c'est 1, etc. 0 plus 0, c'est 0, et 1, 0 plus 1, c'est 1, etc. Donc, voici le filtre Laplacien qu'on obtient après avoir calculé les secondes dérivées, la somme. Donc, c'est quoi, au final, le filtre Laplacien? C'est la somme, regardez, c'est la somme de mes dérivées secondes, partielles, horizontales et verticales. D'accord? Est-ce que c'est clair la réponse à cette question et comment on a calculé, comment on a obtenu le filtre Laplacien? Oui. Oui, très bien. Alors, la troisième question, donc on a fait la deuxième question, donc montrer qu'appliquer le Laplacien revient à convoluer l'image avec un filtre à écrire, donc on l'a fait. La troisième question, et c'est la plus intéressante, je pense, c'est appliquer le Laplacien sur la partie de l'image donnée ci-haut. Donc, c'est toujours la même image de l'exercice numéro 1. Donc, regardez ce qui va se passer. Alors, voilà, appliquer le filtre Laplacien revient à appliquer une convolution. Ça, on l'a dit, il faut l'écrire quand même, c'est intéressant. Et donc, je reprends ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, on va faire des convolutions. Alors, je reprends mon filtre Laplacien qui est à gauche. Vous voyez, c'est le 1, 1, 1, 1 et moins 4 au milieu. Très bien. Et ça, c'est mon image. En bleu ciel, en bleu clair, c'est des 50. D'accord? Ici, c'est des 50. Et en bleu foncé, c'est des 150. Bon. D'accord? Alors, je vais m'amuser à faire une convolution
où j'ajoute pas de padding. Hein. Vous avez remarqué que j'ai pas fait ça dans l'exercice numéro 1. Même dans cet exercice, je vais pas ajouter de padding. La raison, c'est que juste pour simplifier. C'est juste uniquement pour simplifier et pour voir où sont le edge, d'accord? En vrai, on peut, on est censé, si on programme, on est censé appliquer. En fait, appliquer ou pas le padding, ça dépendra de la taille de votre image. Ici, c'est une petite image, il est recommandé d'utiliser un padding. Quand vous avez une image où vous avez, je sais pas, euh, allez 100 sur 100 pixels, perdre un pixel à droite et à gauche, en haut et en bas, c'est pas très méchant. Bon, voilà, c'est juste pour savoir. Vous vous rappelez le padding qu'on avait fait dans le chapitre 3, les convolutions. Ici, on ne va pas l'appliquer. D'accord? C'est juste pour illustrer, retrouver les edges. Donc, c'est juste pour montrer où se retrouvent les edges dans mon image convolue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer. Si j'applique pas de padding, ça veut dire que l'image en sortie, elle sera plus petite. D'accord? Donc, elle aura une taille réduite par rapport à ce qu'on avait au départ. Donc ça, c'est pas de problème. D'accord? Donc on va faire la convolution ici et on va calculer. D'accord? Alors, on a un pixel, la somme de tout ça. Alors, la somme de tous ces pixels, d'après vous, c'est égal à quoi? Allez-y, allez-y, on participe. Donc c'est 50 plus 50 plus 50 plus 50, ça fait 200, moins 4 fois 50, c'est-à-dire moins 200, et le résultat est 0, égal 0, 0. 0. absolument. Alors, j'ai vu dans le chat, c'était 200. Non, c'est pas 200, regardez. C'est 50 plus 50 plus 50 plus 50, c'est 200. Moins 4 fois 50. 4 fois 50, c'est aussi 200. Donc, 200 moins 200, c'est égal à 0. On fait pareil. Je continue, je fais convoluer mon image. J'ai la même chose, regardez ici. J'ai 50 plus 50 plus 50 plus 150. Ça veut dire que j'ai ici, alors 150 plus 50, c'est 200. Plus 100, ça fait 300. Et 300 moins 200, ça fait 100. Bravo. Bravo, même dans le chat. Bravo, oui. Absolument, c'est 100. Je continue encore mon filtre. Regardez ce que j'ai. J'ai 150, plus 150, plus 150, ça fait 450. Plus 50, ça fait 500. Et ici, c'est 500 moins. Donc, j'ai 500. Moins. Ici, c'est quoi? 4 fois 150. Moins 600. Et donc, c'est égal à combien? Moins 100. Bravo, exactement. Donc, c'est moins 100. Très bien, je continue ma convolution. J'ai ici des éléments qui se ressemblent. C'est égal à 0. Oui, absolument, c'est égal à 0. Très bien, je continue. Ici, on l'a fait tout à l'heure. Allez, c'est égal encore à 0. C'est égal à 0, pas 0, 0. Bah, c'est pas grave. Je continue ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 150 100. plus 5. Ah, voilà, on avait un 100 ici. Ici, on a un moins 100. Je continue ici, c'est un 0. Je continue ici, c'est 0. Je continue ici, c'est 100. Moins 100, 0. Je continue ici, c'est 0. Je continue ici, c'est 100. Je continue ici, moins 100. Ici, c'est 0. Je continue ici. Regardez, là, c'est un petit peu différent. Regardez, 150 plus 50, ça me fait 200. Plus 100, ça fait 300. 300 moins 4 fois 50, c'est-à-dire 300 moins 200, ça fait 100. 100. Très bien. Voilà. Je continue ici, on va calculer. On a 150 plus 150, ça fait 300. Plus 100, ça fait 400. 400 moins 4 fois 50, c'est-à-dire 400 moins 200. Et là, cette fois-ci, 200. égal à 200. Très bien. Je continue ici. Alors, je vais passer voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 150 fois 3, c'est-à-dire 450. Plus 50, ça fait 500. 500 moins 4 fois 150, c'est-à-dire 500 moins 600, c'est égal à moins 100. D'accord? Je continue. C'est ici, c'est un 0, j'ai pas de problème. Ici, c'est encore différent. Donc, j'aurai 150 fois 3. 1, 2, 3 soit 150, ça fait 450. Plus 50, ça fait 500. 500 moins 4 fois 150, c'est-à-dire 500 moins 600, et c'est égal à moins 100. Très bien. Je continue ici, encore une fois, et j'obtiendrai quelque chose. Toujours, c'est la même chose, c'est 450 plus 50, moins 4 fois 550, ça fait moins 100, encore une fois. Et si je continue, j'aurai ici un 0. Bon, pourquoi j'ai 4 fois 150, moins 4 fois 150, c'est 0. Très bien, et je continue encore une fois, si c'est 0.
Alors, quand on applique le filtre laplacien de cette manière, on remarque que dans ma gradient, donc ça c'est le laplacien, on remarque que j'ai des valeurs positives et des valeurs négatives. Des valeurs positives, des valeurs négatives. Des valeurs positives et des valeurs négatives. Et vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit, le laplacien? Le laplacien, c'est quoi? C'est les edges se trouvent où? Dans le zero crossing. Le zero crossing, on avait dit tout à l'heure, c'est le passage d'un environnement positif vers un environnement négatif. Là où il y a des zéros, là où il y a des zéros ici, c'est une absence de edges. D'accord? Tous ces éléments-là, c'est-à-dire c'est absence de edges. Par contre, les passages positifs vers le négatif, c'est-à-dire il y a un zéro crossing. Zéro crossing. Voilà. Je passe ici, je passe ici, je passe encore une fois ici. Il y a encore un zéro crossing là. Il y en a un dans ce sens-là, il y en a un aussi dans ce sens-là. Donc, tous ces passages qui sont ici représentent des edges. Et vous remarquez que c'est le même pattern. Donc, c'est le même pattern, c'est le edge qui est de cette forme-là qu'on avait retrouvé dans l'exercice numéro 1. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais comment je vais afficher? Alors ça, c'est juste l'application du Laplacien. Ça, c'est lorsque j'applique le filtre Laplacien sur mon image, voici le output que j'obtiens. Très bien. Quand je fais la convolution, j'obtiens quelque chose comme ça, avec des valeurs positives et des valeurs négatives. Vous allez me dire maintenant, moi, ça, c'est la valeur du Laplacien. Ça fait pour Laplacien. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que je peux faire pour afficher, comme on a fait dans le premier exercice, pour afficher à l'image. Alors ça, c'est une question en plus. Hein. C'est une question que je vous demanderai en plus de ce qui est demandé dans l'exercice. L'exercice, on vous demande uniquement de faire l'appliquer ce filtre à cette image. On l'a fait. On obtient cette matrice-là. Très bien. Maintenant, ma question, c'est quoi? Comment je fais pour afficher les edges dans une image, dans mon image d'origine, à partir de mon Laplacien? Je ne sais pas si vous avez fait la réponse en cours. Bon, avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez compris où se trouvent les edges? Est-ce que vous avez compris cette histoire de zéro crossing? C'est important. Dites-moi, est-ce que vous avez compris le zéro crossing ici? Entre les pixels positifs et négatifs. Oui, c'est une idée de le faire ça. Les edges se trouvent dans les pixels positifs et négatifs. Ah, c'est une question. C'est soit on prendra ça, soit on prendra ça. D'accord? Mais en vrai, on prend toujours le positif. On va le voir. Bon, je vais vous épargner le suspense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le filtre Laplacien, les edges sont représentés par les zéro crossing. En d'autres termes, ce sont les passages des gradients positifs aux négatifs et inversement. Alors, comment représenter ça à l'image? En vrai, ce qu'on va faire, c'est, regardez, je prends mon Laplacien qui est ici, qu'on a calculé. Pour afficher les gradients, on a deux solutions. On a la première, c'est normaliser l'image entre 0 et 255. Donc, aussi, la valeur négative ici, donc ici, ce sera le moins 100, ça deviendra 0, par exemple. Et par exemple, ici, le 200, ça deviendra 255. D'accord? Donc, on aura une image qui sera entre 0 et 255. Et vous allez observer que les valeurs des gradients, ils seront en gris. Puisque ce qu'il y a au milieu ici, parce que là, on ne le voit pas, c'est 100 moins 100. C'est-à-dire qu'à l'image, c'est un changement très brusque. Ce changement très brusque, il va être de 0 à 128. Il va devenir de 0, par exemple, à 128. Donc, on aura des changements de niveau de gris qui sont visibles à l'œil nu. D'accord? Donc, la première solution, c'est de normaliser les images. La deuxième solution, c'est éliminer les valeurs laplaciennes négatives. Et ça revient à répondre à la question de Bedreddin qui nous pose les edges se retrouvent entre les pixels positifs et négatifs. En fait, les edges, c'est ce passage brusque du positif au négatif et inversement. Donc, c'est forcément, donc on va dire que ce sont, par exemple, si j'élimine les négatifs, les edges, ce sont ces éléments-là. Parce que lorsqu'ils vont passer ici, il y aura ici un changement, 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 ici un changement. Donc les edges, ce sont ces valeurs-là. On peut aussi considérer inversement, on pourrait dire que ce sont les valeurs négatives, mais c'est rarement le cas. On utilise souvent la définition
que les edges sont positifs et qui vont vers le négatif. Et la seconde raison pour laquelle on utilise cette définition, c'est parce que lorsqu'on normalise, si je dois normaliser, c'est-à-dire que je fais les deux, on a deux solutions, donc si on peut les appliquer les deux. Donc, un, on normalise, et puis deux, on élimine les négatifs. Si je normalise et que je transforme tout entre 0 et 255, les valeurs négatives, elles seront égales à 0. Donc ici, il n'y aura pas de edges. Ce sera ces éléments ici qui seront égales à, qui auront certaines valeurs de niveau gris, 128 par exemple. Voilà, pour le 100, je pense que ce sera 128. Pour le 200, ce sera 255. Ce sera tous ces éléments dans nul, une fois normalisés, qui représenteront mes edges. Donc mes edges dans mon Laplacien, ce sera ces éléments positifs, d'accord, qui représentent les edges. Et vous allez vous remarquer que c'est le même pattern, c'est le même résultat qu'on avait obtenu avec l'exercice numéro 1. Que ce soit avec le gradient, les gradients simples, ou bien les gradients secondes, c'est-à-dire le Laplacien, on obtient le même pattern. Très bien. Maintenant, on va vérifier ça. Donc, on a dit qu'il y en avait deux solutions. Soit on s'arrête là, on normalise, et on observe directement dans les images les edges. Mais deuxièmement, pour dire où sont mes edges, on doit éliminer les valeurs laplaciennes négatives. C'est-à-dire, soit j'élimine les valeurs négatives, j'en passe par des zéros, et du coup, ici, voilà, c'est ça mon edges, ça c'est des zéros ici, d'accord? Soit je normalise tout. Si je normalise, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le moins 100 va devenir 0, par exemple. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ici, tout ça, ça va devenir 0, 0, 0. Voilà. Je fais une normalisation de mon image. Et ici aussi, ces valeurs vont changer. Elles auront une autre valeur de niveau de gris. Et du coup, ça revient au même que si j'avais éliminé les valeurs négatives. Sauf que les valeurs positives vont changer. Du coup, c'est tout. C'est la seule chose. Donc, on avait deux solutions. Et on va voir ces deux solutions sur OpenCV. Voilà. J'ai voulu afficher un petit peu les deux solutions sur OpenCV. Donc, on va reprendre la fonction convolve 2D. Donc, c'est la convolution qui, elle, conserve les gradients négatifs. D'accord? Cette fonction conserve les gradients négatifs pour afficher les gradients. Donc, il faudra appliquer une normalisation. Regardez ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'image qu'on a. Regardez, ça, c'est mon image. Donc, j'ai 150, 150, etc. Le edge, il est quelque part ici. D'accord? Donc, on le voit ici. Donc, on peut afficher l'image. Et après, on définit mon filtre Laplacien. Regardez, donc ça, c'est mon filtre Laplacien qui est là. Donc, c'est une croix. Donc, c'est 1 ici et un -4 au centre. Très bien. Et quand on applique la fonction convolution, convolve 2D, sur l'image, avec le Laplacien, regardez ce qu'on obtient. On obtient ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on avait 100 moins 100, 100 moins 100, etc., 200 moins 100, etc. Donc, on avait les mêmes valeurs des gradients Laplaciens. On a dit que convolve 2D, elle conserve ses valeurs négatives. Et donc, pour afficher les gradients une fois, après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Par exemple, il suffira de faire une normalisation, c'est-à-dire transformer les valeurs négatives en quelque chose toutes les valeurs qu'il y a ici dans ce tableau, en quelque chose qui est entre 0 et 255. Très bien, ce qui revient à éliminer le négatif. Normalisation ici. Il y a la deuxième option, donc celle qui fait automatiquement l'élimination, qui conserve uniquement les valeurs positives. Regardez, ça c'est la fonction filter 2D d'OpenCV. Donc il y a deux manières de faire la convolution. La première, c'est la convolution, c'est la plus stricte, c'est la convolution classique. Et la seconde, c'est filter 2D qui, elle se permet quelques écarts par rapport à la convolution en termes d'exactitude. Et bon, on voit que le filtre 2D, qu'est-ce qu'il fait? Il conserve uniquement les valeurs positives des gradients. D'accord? Donc, on va refaire la même chose. Donc, c'est la définition de mon image qui est ici. Très bien, ça c'est le Laplacien qu'on a vu tout à l'heure. Et lorsque je fais regarder, j'applique, alors, CV filter 2D sur Gimage. Donc, c'est le niveau de grille de mon image. Avec le Laplacien, regardez ce qu'on obtient. On a toujours les valeurs de 100, 100, 100, 100, 100, 200, etc. Mais les valeurs, vous allez voir ici, les valeurs négatives qui étaient là, elles se sont transformées en des zéros. D'accord? Donc, est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ce qu'on a dit par rapport à l'affichage des edges? Donc, la solution, c'est quoi? 1. Soit je normalise cette image qui contient des valeurs positives et négatives, entre 0 et 255. Et vous allez voir que toutes mes valeurs négatives auront des valeurs petites de 0, donc elles seront nulles. Quand j'affiche une image qui a des valeurs de pixels qui égale à 0,
Ça veut dire qu'elle apparaîtra en noir. Alors que toutes les valeurs positives ici, elles auront des valeurs donc, positives et un peu plus grandes entre 0 et 255. Et donc, sur mon image, on aura quelque chose où le edge sera en blanc et le reste, le background sera en noir. D'accord? Et la deuxième solution, c'est d'éliminer tout simplement les valeurs Laplaciennes négatives. Donc, toutes ces valeurs négatives, je les élimine et je mets des zéros. Tout simplement. Donc, aussi simple que ça. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris pour le Laplacien comment l'appliquer? Alors, c'est quoi? Donc, c'est quoi? Comment le retrouver? Comment le calculer, ce filtre? Comment l'appliquer? Et une fois qu'on a fini, donc qu'est-ce qu'on dit? Que représentent les gradients? Donc, les gradients, c'est les zéro crossing, c'est passages positifs, négatifs. Et comment retrouver pour les edges pour les afficher? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je répète? Pas de Oui, problème. c'est clair. D'accord, c'est compris. Oui, c'est Super. clair. Est-ce que j'ai répondu à la question de votre camarade? C'est Bedreddin. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Alors, j'aimerais, avant de passer à l'exercice numéro 3, j'aimerais qu'on revienne au cours sur le Laplacien. D'accord? Donc, je vais revenir au cours. Voilà, parce que l'exercice numéro 3, ce sera pour demain, Inch'Allah. Donc, ici, le TD, pour ça, c'est fini. On va passer au cours. D'accord? Donc, le cours, il est là, je crois. Je crois qu'il est là. Ouais, c'est celui-là. D'accord? On va pas trop tarder, on va juste essayer de revoir quelques détails, quelque chose que je n'avais pas que. Bon, la dernière fois, on a revu les gradients, on avait expliqué c'était quoi les gradients, les dérivés, etc. On avait vu les limites, on avait vu bon, la magnitude, l'orientation, on l'a fait tout à l'heure en exercice. On avait vu, donc ça c'est pour le filtre du gradient, et on avait vu l'effet de la taille du filtre euh, sur la qualité des gradients que j'obtiens. Très bien. Euh, on avait vu aussi qu'on pouvait faire un seuillage, appliquer un seuillage pour éliminer les edges non pertinents, plutôt voilà, les edges, les gradients non pertinents, pour uniquement retrouver des edges qui sont réellement des edges dans mon image. Très bien, donc on a fait ça. Et là, on avait dit qu'on s'est arrêté là. D'accord? Et là, on introduit directement le Laplacien. Il n'y a pas de transition. Alors, les limites du gradient, on avait dit que c'était très sensible au bruit. Que si, par exemple, j'augmentais la taille de mon filtre, bon, c'est vrai que c'était moins sensible au bruit, mais du coup, j'aurais une complexité un peu plus élevée, puisque j'ai plus d'éléments à convoluer, etc. Et aussi, on risquait de perdre quelques informations, quelques détails des images. Alors, le gradient laplacien, il permet de résoudre en partie ce problème. Lorsque j'applique le gradient du gradient, ce qui se passe, ça veut dire que je m'intéresse au gradient et à la qualité de celui-ci. Ça veut dire les gradients, c'est-à-dire parmi tous les gradients qui existent, il y a des gradients qui sont plus importants que d'autres. Et donc, appliquer une seconde dérivée sur les gradients, c'est-à-dire appliquer des gradients sur les gradients, c'est dire que mes gradients initiaux, en fait, je vais calculer leur changement. C'est quoi un gradient? C'est une dérivée. Et une dérivée, c'est quoi? C'est le changement, le degré de changement, la vitesse du changement d'un signal ou d'une fonction. Et donc, parmi les gradients initiaux qu'on a ici, qu'on a obtenus avec le gradient, premier gradient, donc le premier gradient classique, c'est-à-dire une dérivée classique de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est f'. Donc lorsqu'on applique f' ici dans le signal, on a par exemple ici deux gradients, et imaginez qu'on a plusieurs petits gradients et plusieurs des fluctuations, donc fluctuations dans mon image, on se dit, eh bien finalement, comment filtrer ça? Il y a un meilleur moyen, c'est que de se dire que ce n'est pas tous les gradients qui sont intéressants, bon, ça on le sait. Alors comment on va le faire? On va chercher les gradients qui eux aussi ont un degré de changement important. Donc c'est appliquer les gradients sur les gradients. Une fois que j'ai appliqué la seconde dérivée, c'est-à-dire je me suis intéressée aux gradients qui sont les plus intéressants, les zero crossing représentent les edges, et aussi, les petits gradients ici, ils auront un faible zero crossing et donc ils apparaîtront très faiblement. Ils ont une petite fluctuation ici dans mon image. Très bien. Dans mon signal, plutôt de ma dérivée seconde.
Et donc, regardez, donc ça c'est pour la définition du Laplacien. Donc, on avait dit que le edges are zero crossing. Ça, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu en TD. C'est très bien. Alors, il y a une remarque aussi, c'est que le Laplacien, lorsqu'on applique une dérivée d'une dérivée, on perd l'information initiale de la direction de ma dérivée originale. C'est qu'on a à la fin juste des changements positifs, négatifs, négatifs, positifs, mais on ignore, on n'a plus la valeur des gradients initiaux. Et donc, si on n'a plus la valeur des gradients initiaux, on ne peut pas retrouver les θ. Donc, je ne peux pas retrouver la direction la direction des edges. D'accord? Donc, ça, c'est pour une propriété du Laplacien. Ça, c'est pour le calcul. On vient de le faire. Donc, ça, c'est le cas discret. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était ces valeurs des pixels-là. On l'a calculé dans l'exercice numéro 2. On a compris comment on a retrouvé ce filtre-là, que ça revenait à faire une convolution. Donc, tout ça, on l'a fait en TD. C'est très bien. Et alors là, voilà ce qui se passe. Regardez, un signal qui contient du bruit. Voilà, et c'est ça, là, on observe l'importance du Laplace. Si j'ai un signal qui est très très bruité, c'est-à-dire j'ai une fonction f, où vous pouvez imaginer une image qui contient beaucoup 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 de bruit, donc j'ai une fonction f ici, et donc les dérivés, regardez, c'est quoi une dérivée? Je dis c'est les changements brusques d'intensité, donc il y en a plein de changements d'intensité, il y en a beaucoup, regardez ce que ça donne, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et donc si je fais une première dérivée, donc ça c'est la dérivée classique, c'est le f' de x, et il y a le f de prime, donc c'est-à-dire f seconde. Ici, c'est le f' de x, donc c'est dfx. Regardez ce que j'ai dans mes gradients. Alors ici, je vous demande de me dire, à partir de ce signal, d'après vous, est-ce qu'on peut retrouver les edges? Visuellement, on ne voit rien. On voit bien dans mon signal initial qu'il y a ici un changement brusque qui est important. Mais ici, lorsque je calcule mes dérivés, ben, j'obtiens une chose qui ressemble à ça. Et mon signal est donc il est illisible. Je ne sais pas quelles sont les valeurs des gradients qui représentent véritablement mes edges. Très bien. Lorsque j'applique encore une fois ce qu'on peut faire, donc une des solutions, on a dit que le Laplacien, on pouvait appliquer directement le Laplacien ici. Sauf que bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de fluctuations. Et les dérivées de dérivées dans ce cas-là, elles seront pas très significatives. Et donc, une autre manière d'utiliser le Laplacien, c'est de le mixer avec une autre information, un autre outil. Et cet outil, c'est quoi? C'est le filtre gaussien. Et c'est là où on voit ce qu'on avait fait dans le chapitre précédent, donc le TD précédent, on avait étudié le filtre gaussien, on avait étudié que c'était un filtre linéaire, c'était un filtre linéaire, il me semble. Et donc la combinaison de filtres plutôt pouvait être linéaire. Donc on peut combiner un après l'autre les filtres pour éliminer ces fluctuations et ce bruit. Donc soit je prends un signal initial, je lui applique un gaussien, d'accord, qui va me lisser. Regardez, il y a un lissage de mon signal. Qu'est-ce que fait le filtre gaussien? Il lisse. C'est un filtre lisseur. Donc, une fois que je fais la convolution de mon filtre gaussien avec mon signal f de x, qui est là, regardez, toutes les fluctuations qui sont là, elles sont lissées. Voilà, mais en revanche, regardez, l'inconvénient, c'est que même le edges qui était strong edges, qui était un edges très très prononcé, ben lui aussi, il est lissé. Ouais, regardez comment cette courbe, là où il y avait un changement franc d'intensité des pixels, là cette intensité, mon edge, il est smooth, donc il est lissé, et donc il est moins important. Très bien, on peut calculer directement la dérivée, on peut s'amuser à calculer directement la dérivée, donc c'est la dérivée, et on obtient quelque chose comme ça. C'est acceptable, c'est très acceptable, il n'y a pas de problème avec ça, mais on peut faire quelque chose d'encore plus intéressant. Et donc, regardez ce que ça donne. C'est la D, on va calculer, regardez, ça c'est la fonction f de x. C'est la fonction f de x. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est bruitée. On voit bien que la fonction est bruitée. Et donc, cette fois-ci, on va directement appliquer la dérivée de mon gaussien. Vous voyez ici la différence, c'était qu'on faisait la dérivée de tout ce signal qui est ici. Et donc, c'est lent. C'est appliquer les gradients sur toute l'image. D'accord? C'est pas intéressant. Alors ici, regardez ce qu'on nous dit. Cette fois-ci, on va appliquer uniquement la dérivée sur mon filtre gaussien. Et regardez, mon filtre gaussien, il ressemblait à ça, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le gaussien. Et la dérivée ici, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner ce signal-là. Vous voyez? C'est ce signal-là de ma dérivée gaussienne.
Et donc, ma dérivée gaussienne, je peux cette fois-ci directement la convoluer. Et il est plus facile donc de calculer la dérivée gaussienne que la dérivée d'une toute une image. Donc, la dérivée gaussienne, je la fais convoluer à l'image et j'obtiens un signal comme ça. D'accord? Et donc là, ce qu'on nous apprend, c'est que, ce qu'on apprend à partir de là, c'est qu'à partir que ce soit dans la dérivée première ou la dérivée seconde, on peut, lorsqu'on a beaucoup de données bruitées, on aura un problème. Et donc, une manière de résoudre, une autre manière, on a vu plusieurs manières. On a vu le seuillage dans le cas du gradient, on a vu le Laplacien qui est censé être meilleur que le Gaussien, que le gradient classique, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et la troisième manière qu'on nous montre ici, c'est d'utiliser un signal intermédiaire, donc le gaussien, pour filtrer l'image. Et donc, on a deux façons de le faire. Un, je filtre l'image d'abord, puis j'applique, donc en faisant une convolution. Je filtre F avec le gaussien en faisant une convolution, et je retrouve la dérivée de cette convolution. Donc, ça veut dire ce signal filtré, je lui applique une dérivée. C'est-à-dire, je retrouve les gradients. Ou bien, et encore mieux, c'est beaucoup plus efficace, c'est de prendre mon signal au départ qui est bruité, d'appliquer une dérivée à ma gaussienne, donc à ma fonction gaussienne. Regardez ma fonction gaussienne qui ressemble à une cloche au départ. Donc, une dérivée, c'est quoi? C'est un pic lorsqu'il y a un changement brusque montant. Donc, c'est un pic montant pour un changement montant, et c'est un pic descendant pour un changement descendant. Donc, ça ressemblera à ça. Donc, ça, c'est un filtre dérivé de ma gaussienne. C'est le filtre dérivé de ma gaussienne. Et ça serait intéressant de faire quoi? J'aimerais, mais vraiment, je vais vous le donner après. On va calculer cette dérivée gaussienne. D'accord? C'est dans le cours. C'est pas dans le TD. Alors, on va s'amuser peut-être la prochaine fois à calculer cette dérivée gaussienne, parce que c'est vraiment un point très important. On va s'amuser à retrouver le filtre gaussien qu'on avait trouvé la dernière fois et à lui appliquer une dérivée et voir la différence si on applique d'abord la dérivée ou si on applique d'abord le filtre gaussien, etc., etc., pour voir la différence. Donc, on va faire un exercice dans ce genre, d'accord? Et une fois qu'on a fait la dérivée gaussienne, on la fait convoluer donc avec mon image f de x et on obtient un signal comme ça qui me représente les edges de mon image. D'accord? Donc ça c'est pour le troisième cas. Et donc voici, voilà. Ça c'est les détails mathématiques de comment retrouver, donc comment utiliser dans le cas où j'ai des données très très bruitées, comment utiliser le filtre gaussien combiné à des gradients. Alors regardez ici, ça c'est le filtre gaussien, tout court. Ça c'est le filtre, c'est la dérivée première du filtre gaussien. Ça c'est la dérivée seconde du filtre gaussien. Donc ça c'est un gradient classique, c'est le gradient de ma gaussienne classique. Et ça c'est le gradient second, c'est le Laplacien de ma gaussienne. D'accord? Donc vous voyez, c'est la dérivée seconde, G de prime x, c'est-à-dire dérivée seconde de de ma gaussienne. Et donc, on va s'amuser à faire ça sous forme de matrice et pas de formules mathématiques comme ça, d'accord? Et j'aimerais que vous essayiez de préparer. Je vais vous écrire un bon énoncé d'un exercice à faire et on va le faire. Alors, ça sera que qu'on essaie d'exploiter les choses qui sont dans le cours, qui ne sont pas présentes dans le TD, afin de voir, de se préparer éventuellement à l'examen où il y aura des informations qui seront tirées du cours, hein, parce qu'il n'y aura pas des choses qui ne seront pas présentes dans le cours. Ce sera toujours des choses qui seront du cours. Donc, soit ce sera des choses que vous avez vues en cours mais que vous n'avez pas appliquées en TD, d'accord? Mais vous êtes censé avoir compris comment les appliquer, comment les faire. Et ça, c'est un exercice intéressant d'examen, par exemple, d'accord? Ça, c'est un exemple, hein. D'accord? Il ne faut pas ne stresser pas. C'est important, d'accord? Donc, on continue aussi ici. Donc, ça, c'est pour la dérivée seconde. On a vu tout à l'heure, on a calculé avec la dérivée ici, avec la dérivée simple. Ici, on nous introduit la dérivée seconde, c'est-à-dire le Laplacien du gaussien. Regardez ce que ça donne. Donc, ça, c'est le Laplacien du gaussien. Donc, ça, c'est le filtre gaussien. Ça, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire le Laplacien. Regardez, on obtient quelque chose comme ça et on fait convoluer la dérivée la dérivée seconde du Laplacien plutôt du gaussien sur mon signal f original et j'aurai quelque chose comme ça qui représente donc le Laplacien de mon gaussien. Regardez, on a un zéro crossing parce qu'on est dans le cas du Laplacien. Le zéro crossing ici me représente un edge ici. D'accord? Donc, c'est la même chose.
En nous, ici, il y a des propriétés du, du Laplacien gaussien. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à part celui-là. Bon, je pense si M. Larabi vous a simplifié comme ça, c'est que c'est pas important. Et après, on passe au Canny détecteur. Mais là, on va s'arrêter là parce que sinon, on va dépasser un peu ce qu'on était censé faire. Donc, ça, c'est pour le Canny détecteur. Et après, on a la dissection des corners. Alors, est-ce que c'est clair euh, cette histoire de Laplacien et la limite? Donc, on a vu le gradient en TD, on a vu le Laplacien. Il y a une troisième alternative, c'est le Gaussien, l'utilisation du Gaussien avec soit les gradients, soit le Laplacien. Est-ce que vous avez compris? Oups, non. Oups, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est clair? J'essayais de faire un petit rappel du coup. Oui, c'est clair, très bien. Vous n'avez pas de questions? Oui. Vous n'avez pas de questions? Oui, je n'ai pas compris. Est-ce que vous n'avez pas de questions? Oui, c'est clair. Très bien, je suis contente. Donc on a fait l'exercice 1 et 2. Le troisième, c'est par rapport au détecteur de corner. Alors, on va revenir un petit peu au cours. Allez, on va parler du canier détecteur une autre fois, pas aujourd'hui. Oups, voilà, c'est comme ça. Bon, le canier détecteur, c'est un gradient sur une norme de gradient. On va essayer après de. Il est un peu plus compliqué à calculer que le Laplacien et que les autres gradients. Mais pour information, le Canny Detector, c'est un excellent détecteur de edge. C'est le meilleur. Pour moi, par expérience, c'est le meilleur. Il est excellent pour retrouver. Il est peu sensible au bruit et il arrive à trouver un grand ratio edges par rapport aux edges des objets. Il est excellent. Mais on va l'expliquer peut-être la prochaine fois. On va faire une révision parce que là, il y a pas, je pense pas qu'il va vous le donner parce qu'il est très lent. Hein, d'accord, regardez, il est très long à appliquer. D'abord, on doit lisser l'image avec une gaussienne, après on fait le gradient du filtre Sobel avec le Sobel, etc. Puis la magnitude de celle-ci, puis l'orientation, on peut calculer l'orientation. Donc on a besoin d'un filtre gaussien, un filtre Sobel et un filtre gradient. Gradient Sobel plutôt. Et donc il est un peu plus lent à faire, mais c'est le meilleur. Donc on va peut-être essayer aussi de faire un exercice là-dessus. D'accord. Donc on va essayer de la prochaine. Je prends des notes. Hein. Donc si vous, on va essayer de faire la dérivée gaussienne, donc c'est la troisième alternative, et le filtre de Cani. D'accord. Donc on va essayer de faire le filtre de Cani sous forme d'exercice, tout en revoyant le cours. Il n'y a pas de problème. Donc après on a alors ça c'est le Cani détecteur. Vous voyez, il est excellent. Il est excellent. Seulement il a deux paramètres et il faut toujours jouer avec les paramètres qui y a à l'intérieur. Ici c'est avec le sigma. Mais il est excellent. Regardez les edges qu'il retrouve à la fin, c'est excellent. Pour moi, c'est le meilleur. Mais bon. Alors, Corner Detection, c'est la suite en fait. Vous remarquez que la construction de votre cours, elle est pyramidale, c'est-à-dire qu'elle est enchaînée, elle est hiérarchique. Donc, on commence, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a commencé par la formation de l'image, après on est passé à l'image binaire discrète, la labellisation de celle-ci, la segmentation, et puis petit à petit, on a fait image processing. Après, encore une fois, on a trouvé que dans image processing, il y avait quelque chose d'intéressant qui s'appelait les convolutions. Et après, on s'est amusé à faire des lissages, donc des filtres avec ces convolutions. Et puis, dans ce chapitre-là, on est passé à la détection des boundaries et edges. Avec la détection des edges, on a vu quoi? On a vu la détection des edges avec les gradients, puis la détection des edges avec Laplacien. Dans le cours, il y a aussi la détection avec les gradients combinés avec le gaussien et la détection des edges avec le Cani. D'accord? Donc le filtre Cani. Donc ça, c'est pour la détection des edges. Et là, on nous dit il y a un truc qui s'appelle corner detection. Alors, c'est quoi un corner? C'est quelque chose qui est un peu plus hiérarchiquement, un peu plus compliqué normalement qu'un edge. Un edge, c'est quoi? Donc ici, par exemple, j'ai une flat region. C'est une région qui ne contient aucun changement d'intensité des pixels, alors que le edge, qu'on a vu donc, tout au long de ce TD qu'on a vu dans l'exercice 1 et 2, c'est un changement brusque de valeur de pixels. Donc ici, on a un edge, regardez, oui, c'est un edge ici qu'on a vu, qu'on a su comment calculer, etc. Un corner, c'est quoi? C'est l'intersection
tout simplement de deux edges. Donc, on a vu comment calculer un edge. Le corner, c'est quoi? C'est l'intersection, donc l'intersection de plusieurs edges. Donc, ici, en l'occurrence, c'est deux edges. D'accord? Donc, un corner, c'est hiérarchiquement en termes de feature à détecter, c'est encore un peu plus complexe que un edge simple. D'accord? C'est l'intersection de deux edges. Et donc, comment on fait pour essayer de trouver sa détection de corner? Donc, on va prendre la gradient de l'image. Donc, ça, c'est un signal F. D'accord? Donc, c'est un signal F et on a trois cas. Donc, le premier, c'est flat region, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'intensité des pixels. Le deuxième, on a un edge. D'accord? Et le troisième, on a un corner. Un corner, je vous avais dit, un coin, donc la détection d'un coin. Un coin, c'est quoi? C'est la détection de deux bords. Ce sont deux bords, c'est l'intersection de deux bords. Très bien. Si j'applique un gradient simple, donc le gradient simple sur X par exemple, et un gradient simple sur Y. Je prends ici cette image flat, j'applique sur X un changement de gradient, sur X c'est comme ça plutôt, sur Y c'est dans ce sens-là, comme ça, et je vois qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'un changement de edge très, très important. Je fais la même chose ici là où il y a un edge. Il y aura un changement sur X ici, comme ça. Donc, il y aura un changement là, 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 etc. Et un changement sur Y ici, c'est comme ça. Et bon, ça c'est pratique. Pourquoi? Parce que c'est dans la diagonale, donc on aura le X et Y qui seront égaux. Très bien. Ils seront pratiquement à la même position. Donc X et Y, ils auront la même position. C'est super. Je passe à mon corner. Et là, regardez ce qui se passe. Lorsque j'applique sur X, ici, j'ai un changement dans mon axe X ici, j'ai un changement brusque, mais ici, j'ai pas de changement pour ce edge-là. Je n'ai pas de changement sur l'axe X. Ici, j'ai un changement sur l'axe X, j'ai un changement brusque, je passe du blanc au noir. Parce que mon axe X, c'est-à-dire que je vais de gauche à droite. De gauche à droite. Et là, je vois bien qu'il y a un changement brusque d'intensité des pixels. Je vais du blanc vers le noir. Alors que lorsque pour le second edge, sur l'axe X, je vais de gauche à droite, il n'y a pas de changement très brusque, à part quelques points ici. Voilà, quelques points ici. J'ai quelques points ici négatifs. Je passe du noir au blanc, mais c'est moins prononcé que ce qu'il y a ici. D'accord? Et inversement, lorsque je parcours donc mon image sur l'axe Y, c'est-à-dire de haut en bas, comme ça, ici, pour le edge qui est ici, on aura une valeur de gradient verticaux qui est importante, alors que mes gradients horizontaux qui passent du noir au blanc, donc c'est-à-dire qui auront des valeurs négatives et qui sont moins prononcées, elles seront ici moins prononcées. Et donc, comment on fait pour après détecter les corners? Les edges, si je fais la somme ici, j'aurai pas quelque chose d'intéressant parce qu'ici c'est positif, ici c'est négatif. Ça va s'annuler, j'aurai des zéros. Ici j'ai négatif, ici j'ai positif. Si je fais la somme comme ça, bêtement de G de X avec G de Y, j'aurai des zéros. Donc ça ne peut pas me détecter un corner. Alors, comment on va faire? C'est la distribution. Comment on va faire? Est-ce que vous avez vu en cours le détecteur de Harris? Parce que c'est celui-là qu'on va utiliser pour l'exercice numéro 3. Oui. Vous avez, qu'est-ce que vous avez compris du détecteur de... J'aimerais d'abord avoir votre idée avant qu'on développe. Est-ce que quelqu'un a compris le détecteur de Harris, comment il fonctionne? Parce qu'il est un peu compliqué par rapport à ce qu'on a vu. Il n'est pas très compliqué. Quand on va le décortiquer en Oui, détail. Oui, oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous En entend. fait, au cours, on a utilisé les séries de Taylor pour démontrer l'équation qu'on a utilisée. Et on a retrouvé normalement une matrice qu'on a utilisée pour trouver le coordonnées. Ah, là, ouais, tout ça. Est-ce que vous avez compris comment on retrouve ça? Je vous ai dit que c'est un peu compliqué. Bon, à partir de la série de Taylor, oui, c'était un peu compliqué à comprendre, mais voilà, ça va. Pas précisément compris, mais le concept, ça va.
Vous pouvez pas le refaire manuellement, tout seul, comme ça, de mémoire. Non. Non, 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 c'est bah vraiment voilà. pas possible. Non, bah voilà. D'accord. Alors, il faut comprendre que cette fonction, on ne peut pas la calculer directement. Cette fonction qui est comme ça, elle est donnée comme ça, c'est une gaussienne, etc., des valeurs d'une gaussienne, parce que ça ressemble à ce qu'on avait avec la gaussienne. On ne peut pas la faire directement. Et donc, on est obligé de, pour calculer les dérivées partielles, on est obligé d'utiliser les séries de Taylor. Donc ça, c'est la première idée. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui de faire tout ça, parce qu'elle est très longue, hein, l'interprétation de Harris Detector. J'aimerais vous faire des animations. Donc, ça sera pour demain, Inch'Allah. Je vous ferai des animations pour comprendre le détecteur de Harris. C'est important de le comprendre. C'est important, c'est très important de le comprendre parce que le TD, c'est ça. C'est le détecteur de Harris. Le noyau suivant, donc le détecteur a calculé la matrice de Harris matrix. Donc on doit le calculer d'abord. Et une fois qu'on l'a calculé, on doit calculer le score, un score qu'on va faire après. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps, il y a 10 minutes pour faire ça. J'aurais aimé plutôt, je pense, hein, vous faire des animations pour essayer de comprendre un peu ça. D'accord. Hum, Donc, si vous le souhaitez, on va le faire demain. On va faire demain. De toute façon, j'avais prévu de faire le partie qui est un peu plus chargée demain. Donc, on va peut-être reprendre Camille. Regardez quand Harris il est, oh là là. Ouais, Harris il est lent, hein. C'est tout ce qui contient votre chapitre? Le chapitre 4, c'est tout ce qu'il contient? C'est tout, donc. Oui, ça s'arrête le collègue, effectivement. Très bien, d'accord, d'accord. Donc, vous n'aurez pas d'autres chapitres? Et on a. Si, Et si, on est en train de faire Sift, voilà, Sift de Ça script. va, Sift, c'est bien. Donc, c'est ouais, ok, c'est le template matching. Donc, il y a Sift, et après, moi, je pense que c'est ça, pour la détection d'objets. Des points d'intérêt. Donc, vous avez besoin du corner pour comprendre Sift, parce que Sift, c'est un détecteur de corner qui permet de faire du template matching pour retrouver des objets. Très bien, donc on va faire aujourd'hui, parce que j'ai pas reçu, hein, j'ai pas reçu de TD numéro 5. Hmm, j'ai pas reçu de TD numéro 5. Bon, d'accord. Donc, pour demain, on va préparer. Je vous demande quand même de relire le cours et de préparer l'exercice numéro 3. D'accord, c'est plus difficile. En vrai, il n'est pas très difficile. Non, je vous taquine. Il n'est pas très difficile. Essayez de comprendre. Si vous comprenez un petit peu, si vous arrivez au moins uniquement à trouver un petit peu l'idée du détecteur de Harris dans le cours, on pourra bien appliquer l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, هو اللي حنركزوا عليه بزاف في le TD prochain parce qu'il est un peu plus lent à expliquer. D'accord? Donc on fait comme ça. Je peux compter sur vous pour préparer l'exercice. Hmm. d'accord, Oui, on a d'accord. possible pour le faire. C'est pour demain, d'accord? Donc c'est demain. Là, je ne vous demande pas de faire, de vous casser trop la tête. Essayez de lire le cours. Si vous avez 10 minutes, un quart d'heure, essayez de lire le cours. Vous avez encore 10 minutes, essayez de regarder cet exercice et dites-vous comment je peux essayer de régler ça. C'est juste pour que vous ayez une idée, parce que ce sera un peu costaud les maths qu'il y a aussi. D'accord? Donc on va faire l'exercice numéro 3, Inch'Allah, demain. Et on va vite entamer la révision de ce chapitre, au moins demain. D'accord? On fait toute la révision. On va voir Camille, on va voir Harris, et on va faire l'exercice numéro 3. Et si on a des questions sur le chapitre entier, on va essayer plutôt d'appliquer les dérivées gaussiennes. On va voir un exemple. On va faire un exercice sur ça. Il y a un filtre Camille aussi. On va voir un exemple sous forme de télé. D'accord? Donc, on va essayer de faire tout ça. D'accord, donc je vous donne. On a terminé tôt aujourd'hui, hein. C'est bien. D'habitude, je ne suis pas aussi rapide. Je vais vous donner le formulaire de présence. Euh, pour le homework que je vous avais demandé de faire la semaine passée, je vous avais dit que je vais faire. Alors, j'ai pas eu le temps de le préparer, je vous prie de m'excuser. J'ai rajouté beaucoup de séances supplémentaires à mes étudiants de licence. Donc, je vais m'y atteler cette semaine et je vous l'enverrai. Peut-être que je vais vous demander de le faire pendant les vacances, si on fait comme ça. Et voilà, vous noterez sur ça en plus des présents. Donc, c'est en complément avec les présences. Je ferai une fonction
spécial pour essayer de tirer le meilleur des présences et du homework que je vais vous donner, que je vous ai donné. Donc, ça, c'est pour la liste des présences. Voilà, ça, c'est la liste des présences. Donc, n'oubliez pas de la remplir. Et on se voit demain, Inch'Allah. Donc, vous me dites pour l'heure qui vous arrange, je pense que c'est 18h, c'est ça? Dites-moi Oui, l'heure qui vous arrange très bien, donc ça sera 18h, Inch'Allah. Donc, demain à 18h, je vous dis bon courage et à demain, Inch'Allah. merci.